Pourquoi je dis que le vrai Hikaru était amoureux de Yoshiki? Cette vidéo contient des spoils du manga. D'après ce que nous savons, Hikaru est présenté comme un garçon tout à fait normal, entre guillemets, pour son âge. Il parle des filles, il commente leur apparence et il se serait même intéressé à l'une d'elles. Yoshiki lui-même rapporte ces éléments, ceux qui ancrent Hikaru dans une identité apparemment hétérosexuelle. En surface, cela ne fait aucun doute, Hikaru aimait les filles. Pourtant, il faut toujours garder à l'esprit que nous voyons Hikaru uniquement à travers les souvenirs et les paroles de Yoshiki, et non pas directement. C'est Yoshiki qui nous raconte ce qu'Hikaru pensait ou ressentait. Cela crée une médiation. On ne peut pas être certain que ce Yoshiki adolescent comprenait réellement toutes les nuances du cœur d'Hikaru. Ajoute à cela que Yoshiki a précisé que Hikaru était un garçon qui mentait souvent. Et on obtient un portrait brouillé, volontairement équivoque. Peut-être que Hikaru aimait réellement les filles. Peut-être aussi qu'il disait aimer les filles pour se conformer aux attentes sociales, ou pour détourner l'attention de ses véritables sentiments. Le fait qu'il soit qualifié de mystère par Yoshiki, celui qui pourtant le connaissait le mieux, souligne encore plus cette idée d'un garçon qui ne se laissait jamais totalement lire. L'un des aspects les plus révélateurs de la relation entre Yoshiki et Hikaru, ce sont les innombrables taquineries de ce dernier. Il aimait lancer des phrases provocantes, souvent teintées d'une ambiguïté volontaire. Quand il dit par exemple « Si tu trouves une copine, je viendrai toujours chez toi et tu ne pourras pas la ramener ». Il joue à la fois sur l'humour et sur une menace implicite. En surface, c'est une plaisanterie d'ami possessif. Mais si on gratte un peu, on se rend compte que c'est une manière détournée d'exprimer une peur bien plus intime. La peur d'être remplacé par une fille dans la vie de Yoshiki. Cette peur est renforcée par le geste qui suit. Hikaru détourne la tête, comme pour cacher une gêne ou une émotion qui lui échappe. On n'est plus dans la simple blague innocente, on touche à quelque chose de plus fragile. De même, quand il balance à Yoshiki « Tu vas me déclarer ta flamme ?» Bon, c'est le faux Hikaru qui disait ça, mais il était toujours dans son RP. Donc Hikaru devait aussi lui dire ce genre de choses. Il choisit une tournure volontairement romantique. Il aurait pu dire autre chose, n'importe quel pic amical, mais il choisit d'utiliser l'imaginaire de l'amour. Cela peut être interprété comme une simple provocation, mais c'est aussi révélateur. Pour faire une blague, il faut que l'idée soit déjà présente, au moins inconsciemment. Et souvent, ceux qui plaisantent ainsi testent en réalité le terrain, tout en se protégeant derrière le voile de l'humour. Hikaru pourrait donc très bien avoir ressenti quelque chose de plus, qu'il ne pouvait exprimer qu'à travers des taquineries équivoques. L'autrice et Yoshiki ont insisté sur le fait qu'Hikaru était un garçon qui mentait souvent. Cette remarque n'est pas anodine. Elle éclaire toute la complexité du personnage. Le mensonge, chez lui, n'est pas nécessairement un signe de duplicité malveillante, mais plutôt une stratégie de survie, un moyen de ne pas se dévoiler complètement. Hikaru utilisait l'humour, la provocation et même parfois les faux semblants pour se protéger. Cela explique pourquoi, malgré leur proximité extrême, Yoshiki ne pouvait jamais le comprendre totalement. Hikaru restait une énigme, un mystère même pour celui qui le connaissait depuis toujours. Cette opacité volontaire laisse penser qu'il cachait quelque chose de très intime, peut-être une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter ou à partager. C'est précisément ce qui rend son personnage fascinant. On ne sait jamais où s'arrête la façade et où commence la vérité. C'est au moment de sa mort que l'on accède enfin au cœur d'Hikaru, débarrassé de ses blagues et de ses mensonges. Dans ce moment d'extrême vulnérabilité, ses véritables priorités apparaissent. Et quelles sont-elles? Non pas sa propre survie, non pas un souvenir d'une fille qu'il aurait aimée, non pas sa famille ou son avenir. Non, sa première pensée, c'est Yoshiki. Il se dit que Yoshiki sera seul s'il lui disparaît. Cette inquiétude-là, ce réflexe spontané, révèle où se trouve vraiment son attachement. Yoshiki est le centre de son monde, celui dont il se soucie plus que de tout le reste. Et il va encore plus loin. Malgré le danger, malgré l'interdiction, Hikaru formule un vœu. Il sait que c'est un crime, il sait que cela a des conséquences terribles, mais il le fait quand même. Et quel vœu? Que quelqu'un reste auprès de Yoshiki à sa place. C'est un sacrifice immense. Au lieu de demander pour lui-même, il demande pour Yoshiki. C'est un geste d'amour, qu'on le lise comme amitié absolue ou comme amour romantique. Ce choix-là, à l'instant de sa mort, efface toutes les ambiguïtés. Hikaru révèle par son acte que Yoshiki est la personne la plus importante de sa vie, au point qu'il souhaite lui laisser une présence, même après sa disparition. Ce moment de mort transforme la manière dont on relit tout ce qui précède. Les blagues sur les copines prennent soudain une autre couleur. Ce n'était pas simplement de l'humour, mais l'expression d'une peur de perdre Yoshiki. Les provocations du type « tu vas me déclarer ta flamme » deviennent autant de tentatives détournées de sonder leurs sentiments respectifs. Le fait qu'Hikaru mente et reste un mystère prend une valeur nouvelle. Peut-être qu'il dissimulait ce qu'il ressentait vraiment, incapable de l'avouer même à lui-même. Finalement, sa mort agit comme une clé de lecture. Elle dévoile ce qui était
tue jusque-là. Au bout du compte, il y a deux façons de lire Hikaru. On peut le prendre au premier degré, un garçon hétéro qui aimait les filles mais qui avait un lien d'amitié exceptionnel avec son meilleur ami. Ou bien on peut choisir une lecture plus profonde en reliant ses blagues équivoques, ses silences, ses mensonges et surtout son dernier vœu. Dans cette perspective, Hikaru aimait Yoshiki, mais n'a jamais su ou jamais voulu l'admettre ouvertement. L'autrice laisse exprès cette ambiguïté pour permettre à chacun d'interpréter selon sa sensibilité. Mais une chose est sûre, ce qui définit Hikaru, ce n'est pas son intérêt pour les filles, mais son lien indestructible avec Yoshiki. Dans le village, Hikaru avait une responsabilité écrasante. Il devait se marier avec une fille pour protéger sa famille et l'épargner de la malédiction. Cela veut dire que, dès son plus jeune âge, son avenir était déjà décidé. Son mariage n'était pas une question de choix personnel, de sentiments ou de désir, mais de survie familiale et de tradition. Dans ce cadre, il devait montrer un intérêt pour les filles, que ce soit sincère ou non. Même s'il n'avait pas eu ce goût naturellement, il aurait été contraint de l'afficher. Ça rend la façade « j'aime les filles » encore plus suspecte. Est-ce une vérité intime ou une image imposée par la pression de son rôle? À cela s'ajoute le fait que le village est décrit comme ouvertement homophobe. Les comportements, les traditions et les mentalités sont ancrées dans une logique de rejet. Pour un garçon comme Hikaru, afficher un amour ou même une simple attirance pour Yoshiki aurait été inimaginable. Il se serait exposé au rejet, au jugement et peut-être même à des sanctions plus graves. Autrement dit, si Hikaru ressentait quelque chose pour Yoshiki, il était condamné à le taire et à le recouvrir de blagues, de mensonges et de provocations voilées. Quand on met ça en perspective avec ses taquineries et ses mensonges, tout prend une intensité nouvelle. Dire « tu vas me déclarer ta flamme » peut être lu comme une blague, mais dans un contexte où l'homosexualité est tabou, c'est presque un aveu déguisé. Une façon de tester les limites sans jamais franchir la ligne. De même, le fait de détourner la tête quand il dit à Yoshiki qu'il sera toujours là, même s'il a une copine, ça peut être interprété comme une lutte intérieure. Un désir qui cherche à s'exprimer, mais qui se heurte aux murs du village et aux attentes de sa famille. Et c'est précisément ce qui rend son vœu, avant sa mort, encore plus bouleversant. C'est seulement dans ce moment ultime, au-delà de toute règle sociale, au-delà de la peur du jugement, qu'il laisse apparaître sa vérité. Son souci premier, c'est Yoshiki. Ce vœu interdit est en quelque sorte l'aveu qu'il n'a jamais pu prononcer de son vivant. La mort le libère des chaînes de la tradition, et dans ce dernier souffle, il choisit Yoshiki plutôt que la conformité. Rappelons-le, le faux Hikaru n'existe que parce que le vrai Hikaru a formulé son dernier vœu. Son origine même est l'acte d'amour ultime du vrai Hikaru qui voulait que Yoshiki ne soit jamais seul. Autrement dit, cet être est littéralement né de la volonté qu'une présence aimante continue d'accompagner Yoshiki. Cela signifie que dès sa naissance, le faux Hikaru porte en lui ce noyau d'attachement. On pourrait presque dire qu'il est programmé par l'amour silencieux du vrai Hikaru. Le faux Hikaru n'est pas prisonnier du village, ni des traditions, ni de la famille, ni de la malédiction qui pesait sur Hikaru. Il n'a pas à se conformer, à dire qu'il aime les filles, à cacher ses émotions. C'est une créature libre de tout ce qui retenait Hikaru. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'il peut laisser naître en lui ce que Hikaru, de son vivant, a réprimé. Un sentiment amoureux explicite pour Yoshiki. Là où Hikaru devait mentir et taire ses désirs, le faux Hikaru peut ressentir, découvrir et même questionner ouvertement son attachement à Yoshiki. Ce qui est bouleversant, c'est que le faux Hikaru n'est pas seulement un substitut, il agit comme une révélation différée. À travers lui, on voit ce que le vrai Hikaru aurait peut-être pu ressentir, voire avouer, dans un monde différent. Son affection grandissante pour Yoshiki ne sort pas de nulle part. Elle est le prolongement logique de l'amour fondateur qui l'a fait exister. En d'autres termes, le faux Hikaru ne fait que rendre explicite ce que le vrai Hikaru a toujours caché derrière ses blagues et ses mensonges. Attention, je dis pas que le faux Hikaru aime Yoshiki juste parce que le vrai Hikaru l'aimait. Le faux Hikaru né du vœu du vrai Hikaru, c'est indéniable. Mais il ne se résume pas à une copie. Il a une conscience distincte, des expériences qui lui sont propres et une manière d'exister différente. Il commence par imiter Hikaru, mais très vite, il s'éloigne de cette imitation pour découvrir ses propres émotions. Cela inclut son attachement à Yoshiki, qui même s'il est issu du vœu originel, grandit de manière autonome. On pourrait dire que son amour est enraciné dans celui du vrai Hikaru, mais qu'il pousse dans une direction unique. Le faux Hikaru est d'une certaine façon un enfant. Il apprend le monde, il apprend Yoshiki, et il apprend aussi ce que c'est que ressentir. Son amour pour Yoshiki n'est pas programmé mécaniquement, c'est une découverte progressive. Il s'interroge, il doute, il s'étonne de ce qu'il ressent. Et c'est ce qui le distingue du vrai Hikaru. Ce dernier cachait ou taisait ses sentiments, tandis que le faux Hikaru les explore et ose se poser des questions que Hikaru n'aurait jamais verbalisées. Ce qui reste constant, c'est que Yoshiki est le centre de gravité des deux Hikaru. Mais la différence, c'est que pour le faux Hikaru, Yoshiki n'est pas seulement la personne la plus importante, comme pour le vrai Hikaru. Il devient aussi une source de désir, de curiosité, de réflexion intime. Le
faux Hikaru ne se contente pas de remplir une mission, rester auprès de Yoshiki, il tombe amoureux de Yoshiki en tant que lui-même, avec sa propre conscience.